Merci, Monique, pour votre introduction très généreuse. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers participants, bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour, au cours de ces journées de réflexion, ces 3 journées de réflexion, sur la stratégie numérique que le Québec devrait développer pour maximiser les bénéfices sur l'innovation et ainsi accélérer la croissance de notre Québec. Et je remercie le Premier ministre Couillard pour son invitation, ainsi que les organisateurs du colloque, dont son principal architecte, M. Jean-François Garneau, pour l'occasion qui m'est donnée, dans un premier temps, d'essayer de résumer les principaux propos qui ont été tenus au cours des 3 derniers jours. Et par la suite, je m'efforcerai de vous communiquer les réflexions que cela provoque chez nous de Cogeco, en particulier celles qui nous apparaissent les plus porteuses. Je vous suis d'autant plus reconnaissant que je dois dire que j'ai beaucoup appris au cours des 2 derniers jours et je trouve ça formidable. Et je dois également ajouter que je partage, bien que de façon moins exubérante, le même enthousiasme que la très colorée Madame Blanc. J'aimerais, avant de commencer, également en profiter pour remercier 2 de mes collaborateurs, M. Philippe Jeté, premier vice-président et chef de la direction technologique et de la stratégie chez Cogeco. Merci, Philippe. Ainsi que René Guimond, vice-président communication d'entreprise. Merci, René. Dès l'ouverture du forum, notre premier ministre, M. Couillard, nous a invités à nous pencher sur les façons de stimuler l'innovation au Québec, entre autres en optimisant les contributions du secteur numérique au potentiel sous-exploité du Québec, afin non seulement d'accroître le niveau de vie des Québécois, mais en fait de redonner au Québec le pouvoir de faire des choix, un pouvoir que nous n'avons plus en ce moment. Et M. Alain Rousset, qui a pris la parole par la suite, par vidéo, nous a reconfirmé que l'État doit assumer un rôle actif pour façonner l'agenda politique de la nation. Samedi matin, en première partie, nos 4 conférenciers, M. Jim DeWilde, Jacques Nantel, Louis Duhamel et Sabin Boilly, nous ont entretenu du caractère un peu aléatoire que peut prendre chaque innovation, en insistant sur le fait qu'il est possible de créer les conditions favorables à l'innovation, mais qu'il ne faut pas être trop déterministe sur l'issue qu'on en attend. Ils ont également insisté sur la nécessité de voir grand lorsqu'on envisage l'innovation. Je pense que c'est un message très important. Par la suite, nos 2 conférenciers, Dan Lyons et Claude Évin, ont couvert les perspectives sur l'innovation en santé et services sociaux en insistant sur la nécessité de revoir les processus en profondeur si l'on veut obtenir des bons résultats en partant de la réalité propre à chaque société. Samedi après-midi, messieurs Kahn et Rabi ont partagé avec nous leur expérience quant aux conditions gagnantes à mettre en place pour attirer talents et investissements, en s'inspirant notamment de l'expérience éblouissante de la ville de New York. Par la suite, le professeur Michel Cartier a partagé avec nous ses inquiétudes face aux fractures qu'il voit se profiler à l'intérieur de la société québécoise. Lui ont succédé Michel Harvey et M. Daniel Ratier, des représentants de la France, un pays qui, à l'évidence, a beaucoup investi dans son effort pour définir sa stratégie numérique. Et certains conférenciers et ces conférenciers, américains et français, ont beaucoup insisté sur le potentiel du numérique pour rapprocher le gouvernement de leurs citoyens, pour simplifier l'offre de services et pour faciliter la compréhension des grands enjeux de la société.
de la part des électeurs. Et ce matin, nous l'avons vu, M. Jean-François Barsoum, David Hutt et Pierre Fortin nous ont tracé le portrait de ce que pourraient être les villes intelligentes du Québec comme foyer de gestation d'idées novatrices et comme lieu plus fonctionnel et de développement durable. Il m'incombe donc maintenant de partager avec vous ce que nous inspire à nous de Cogeco les idées des conférenciers précédents. Je dois vous dire, mesdames et messieurs, que vous avez été gâtés. Vous avez gâté hier et vous avez été gâtés ce matin parce que vous avez été traités au champagne et au caviar. Moi, mon message pour vous cet après-midi, je vais vous servir du pain, du beurre et des œufs. Durs les œufs. Alors, nous avons fait un survol de la documentation disponible sur le sujet des stratégies numériques. Nous avons recensé les stratégies du Québec, qui sont principalement axées sur la diffusion de la culture à l'heure actuelle, les stratégies du Canada, qui sont axées sur les initiatives gouvernementales, tout comme les plans plutôt sommaires de la plupart des provinces canadiennes. Nous avons également examiné les plans de l'Irlande, l'Union européenne, le Mexique, la France, la Suède, la Finlande, Singapour et les États-Unis. Et nous additionnons ces observations aux commentaires qui ont été faits au cours des derniers jours. Notre première constatation qui se dégage de ces témoignages, et plusieurs conférenciers ont tourné autour du pot un peu là, au cours des derniers jours, sans oser vraiment vous dire ce qu'il y avait dans le pot. Mais disons-le, c'est la nécessité pour le gouvernement du Québec de se doter d'une stratégie numérique formelle. Une stratégie qui va mettre à l'avant-plan l'utilisation de toutes les plateformes, des architectures en nuage, des applications mobiles, qui vont aider notre productivité et notre exportation. C'est clair, ça a été amplement démontré, plus un pays s'adonne à l'usage des technologies de l'information, plus il est productif. Mais cette stratégie doit engager tous les membres de la société. Cette stratégie, et je le dis avec respect pour le président du Conseil du Trésor, cette stratégie, à notre avis, ne doit pas relever du Conseil du Trésor comme par le passé, mais bien d'un ministre du numérique relevant du premier ministre. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce que les bénéfices d'une stratégie numérique vont requérir des efforts excessivement énergiques. Et il y aura de la résistance au changement à chaque étape de ce chemin de croix. Et finalement, de façon plus fondamentale, parce que les interactions et les bénéfices qui vont en découler sont transversaux et impliquent tous les ministères. Bien sûr, la nomination d'un comité aviseur multipartite, incluant les représentants de l'entreprise privée, assurera que les retombées se fassent sentir dans l'ensemble de l'économie du Québec. Nous sommes conscients que l'heure est plutôt aux coupures de budget qu'à la création d'un nouveau ministère. Et nous respectons cela, mais nous ne pouvions pas quand même passer l'idée sous silence. Le deuxième constat nous ramène vite sur terre. Chaque stratégie nationale dépend de la situation et de l'état des infrastructures existantes et de l'économie de chaque pays. Ainsi, la stratégie numérique de Singapour, qui originalement ne disposait que d'un réseau de paires de cuivre vétuste, ne sera pas la stratégie du Québec et du Canada, où il y a abondance de fibres optiques et de centres de données, par exemple. Et les stratégies répondent souvent à des besoins pointus propres à chaque situation. L'exemple tout à l'heure de Stockholm a été donné. Je ne vous en dirai pas plus long à ce sujet-là, vous en avez déjà entendu parler. Et le deuxième constat, donc, c'est que chacun doit faire son analyse collée sur sa réalité. Cette analyse, pour le Québec, elle existe déjà. Mais, à notre connaissance, les morceaux n'ont pas encore été reliés ensemble. Et au milieu de cette discussion, il y a les mythes. Et je vais vous demander 2 minutes de patience parce que j'aimerais écarter les mythes avant de rentrer dans le corps du sujet.
parce que les mythes sont des mythes distrayants qui nous empêchent de nous concentrer sur l'essentiel. Alors, le mythe le plus distrayant à l'heure actuelle est celui de l'architecture. Certains ont postulé que chaque résidence devrait être équipée d'un branchement de 1 GHz et que chaque place d'enfer devrait être équipée d'un branchement de 10 mégabits par seconde comme prérequis à l'avènement d'une prospérité qui descendrait du ciel sur le Québec. C'est clair que rien n'est plus loin de la réalité. En effet, le Québec, et c'est vrai pour le Canada, est déjà équipé d'infrastructures de pointes de réseaux de transmissions optiques et de centres de données performants. Et l'industrie fait évoluer ces réseaux pour servir ses clients à mesure que les besoins de ceux-ci augmentent. Déjà, les entreprises qui le requièrent sont alimentées par des branchements qui, généralement, il y en a à vitesse plus faible, il y en a à vitesse plus élevée, varient entre 10 mégabits par seconde, oui, et 10 gigabits par seconde, et parfois un peu plus. Notre expérience corporative, et je vous parle ici là, des services que nous rendons à Montréal et à Toronto aux grandes entreprises, c'est que seulement 8 de nos clients majeurs utilisent une connexion à 10 GHz et plus. 10 gigabits et plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'en requièrent pas davantage. Et je vous parle ici là, de très grosses entreprises, là, parmi les plus grosses au Canada. Les résidences, elles, ont déjà accès à des vitesses de 120 mégabits par seconde, et ce chiffre croît d'année en année. Alors, parlons donc de l'usage que l'on fait de cette infrastructure. Selon le CFRIO, plus de 80 des Québécois ont utilisé Internet en juillet 2014. Ces branchements sont à haut débit dans 85 des cas, et 97 des foyers avec des enfants sont branchés. Le taux de branchement et la performance des branchements n'est donc pas en cause ici. Ce qui est en cause ici, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et je m'explique. Des données sur l'utilisation du trafic au Québec, mais ça vaut également pour le Canada et les États-Unis. Donc, ça ressemble à ce qui se fait en Amérique du Nord. 75 de toute la bande passante aux résidences aujourd'hui est utilisée et consacrée à des fins de divertissement. Vidéo en ligne, musique, jeux, transfert d'images. Alors, le problème n'est pas que les gens manquent de bande passante pour créer. Toutefois, il y a des données plus troublantes. En cours de route, l'étude du Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes de l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui date de mai 2014, nous a rappelé qu'il y a encore au Québec un adulte sur 5 qui est analphabète fonctionnel. Bon, analphabète fonctionnel, ça veut dire vous lui donnez une posologie de médicaments et il va mal l'interpréter. Alors, si vous me disiez que ces gens-là sont branchés, je n'en serais pas surpris. La moyenne canadienne, elle est de 15 % et notre score a baissé depuis la dernière analyse il y a 11 ans. Et le journal La Presse, quant à lui, nous confirmait un taux d'analphabétisme financier, c'est-à-dire l'incapacité de répondre à 3 questions financières de base. Il plaçait le taux à 63 % le mois dernier. J'ouvre une petite parenthèse ici pour dire que les statistiques de l'OCDE sont très intéressantes. Ils ont publié leur rapport sur le Canada et ça incluait la formation des ressources humaines au Québec. Donc, ils ont identifié pour le Québec les lacunes qui existent entre les demandes du marché et la formation des gens. Et ils ont en fait tracé les pistes pour pouvoir régler ces problèmes. C'est donc une source d'information intéressante. Alors, si l'on doit s'occuper des vraies affaires, que sont-elles donc? Les intervenants que nous avons rencontrés, en avons rencontré quelques-uns, et je vais vous faire suivre notre cheminement, pouvaient différer d'opinion sur plusieurs choses. Mais il y a une chose sur laquelle ils s'entendaient tous unanimement. Cela ne suffit pas d'apporter les capacités du numérique aux citoyens.
Ceux-ci doivent ensuite se l'approprier. Et c'est ici, à ce point précis de la discussion, qu'on commence à se poser les vraies questions. Après mûre réflexion, ample consultation et discussion, nous avons conclu que la stratégie numérique du Québec doit être centrée en priorité sur l'appropriation du numérique par les citoyens, par le plus grand nombre possible de citoyens, dans les 3 domaines qui suivent. Les 2 premiers, la santé et l'éducation, sont les 2 principaux postes de dépenses du budget provincial. Le 3e, bien sûr, ce sont les exportations, puisque, comme chacun le sait, c'est en exportant, que ce soit des idées, des services ou des biens, qu'une nation bâtit sa richesse. Et c'est le passage obligé pour combler l'écart défavorable du produit intérieur brut per capita qui existe entre le Québec et les autres juridictions nord-américaines. Comme vous pouvez le voir, nous sommes plutôt loin du rêve. Nous sommes très, très collés sur la réalité. Bien sûr, je suis, tout autant que vous, enthousiaste sur l'expérience de New York, enthousiaste sur l'expérience des villes intelligentes. Et j'espère que nous allons y participer de tout cœur. Le secteur privé fait des investissements substantiels et nous sommes à la disposition de nos clients, tant municipaux que d'affaires, que résidentiels, pour les aider à réaliser leurs aspirations. Les infrastructures sont là, mais ce sont les applications qui font défaut. Et pour être franc, et sans vouloir insulter qui que ce soit, à l'heure actuelle, les applications dont nous entendons parler pour les villes intelligentes ont beaucoup à voir avec l'amélioration de la qualité de vie, un peu de l'économie aussi, mais peut-être pas suffisamment à notre goût. Alors, mon propos de ce matin, c'est de s'attaquer aux priorités de base qui vont influencer directement l'augmentation du produit intérieur brut per capita et ainsi de la richesse collective. Alors, passons donc successivement, rapidement, en revue les secteurs de la santé, l'éducation et les exportations. La santé représente, comme vous le savez, 43 % de notre budget annuel de dépenses, soit 32 milliards de dollars en 2014-2015. De nos consultations, nous sommes ressortis convaincus que la manne en santé peut être abondante. Pour cela, il faudra changer les processus de base et aiguiller et traiter les patients à travers le système de santé d'une façon améliorée. Le problème, en autant qu'il nous est permis de le discuter, bien que nous ne soyons pas des spécialistes de la santé, on s'entend là-dessus, le problème ne semble pas vraiment être le nombre d'équipes, de milieux, d'agences, de clientèle, de centres de services, ni de dévouement. Il réside surtout dans la multitude de façons différentes de transmettre l'information à l'intérieur du système qui est mésadapté au numérique. Chaque médecin, chaque institution devra changer et harmoniser ses façons de communiquer pour passer à l'âge du numérique et en récolter les bénéfices. La résistance au changement sera énorme et ce sera pénible, mais il faut le faire. Et d'ailleurs, certaines initiatives du CEFRIO en matière de santé permettront d'établir des modèles qui pourront être répliqués à plus grande échelle. À ce point de vue, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que la courroie de transmission qui existe aujourd'hui entre les initiatives du CEFRIO et les champs d'application n'est tout simplement pas assez puissante. Et incidemment, cette dernière observation ne se limite pas qu'au domaine de la santé. Où commencer? Bien franchement, nous n'avons pas été capables de le déterminer. Mais les directives issues d'un plan gouvernemental sont essentielles. Une façon concrète de commencer, ici je vais vous lancer un exemple tout à fait bidon, et vous avez le droit de rire. Une façon concrète de commencer pourrait être de dire tout nouveau-né, après le 1er janvier 2017, sera traité uniquement en utilisant des outils numériques au plan médical et administratif, et il ne sera plus nécessaire à cette personne, au cours de sa vie,
d'avoir à se déplacer si elle est éloignée des centres de services pour se faire diagnostiquer ou pouvoir même se faire diagnostiquer à la maison. Évidemment, je sais que c'est tout à fait farfelu, c'est simpliste, mais ça a au moins un mérite, celui de nous faire réfléchir sur les prérequis qu'il faudrait mettre en place pour arriver là. Alors, je laisse cette idée farfelue de côté et je pense au domaine de l'éducation. L'éducation et la culture représentent 24 du budget du Québec, soit des dépenses de près de 18 milliards de dollars. Ce secteur-là, il est absolument fascinant parce qu'il englobe deux volets. Il englobe le volet de la gestion du système et il englobe le volet de la transmission de la connaissance aux étudiants. Au plan du fonctionnement du système et de l'excellence de la formation qui en résulte, nos rencontres avec M. Ron Canuel, le président de l'Association canadienne de l'éducation, nous ont convaincus qu'il est important de donner plus de liberté dans la méthode d'enseignement aux enseignants et qu'il en résulte généralement une amélioration de la performance scolaire et une diplomation accrue. M. Canuel nous a fait remarquer que le système d'éducation actuel a été développé par Charles Taylor en 1920, époque à laquelle la rationalisation industrielle de l'école prenait amplement le pas sur celui de la créativité dont nous parlons depuis 3 jours ici. En fait, l'approche actuelle donne lieu à un taux cumulatif de décrochage après 6 ans de 25 %. Comment allons-nous bâtir une économie axée sur le numérique si le quart de la relève ne nous suit pas? Et je vous ai parlé tantôt du taux d'analphabétisme fonctionnel et financier, donc je n'y reviens pas. Par ailleurs, s'il est vrai qu'initiative et liberté d'action sont au cœur de l'innovation, il n'en reste pas moins qu'il faut encadrer cette liberté si l'on veut obtenir l'excellence. Et l'utilisation du numérique comme moyen d'apprentissage dans l'école ne peut plus et ne doit pas être laissée à l'initiative personnelle de chaque enseignant. La mise en place d'un cadre numérique structurant est nécessaire, obligatoire et urgent, non seulement dans la société, mais dans l'école également. Par ailleurs, nos rencontres avec M. Namir Anani, président, directeur général du Conseil des technologies de l'information et des communications, un organisme financé à hauteur de 50 % par le gouvernement fédéral, nous démontrent que les programmes de cégep et d'université ne sont pas bien alignés, et pas d'une façon mineure, mais d'une façon importante, sur les besoins de l'industrie des technologies de l'information et des télécommunications. Voilà une lacune que le ministère de l'Éducation peut aisément combler en faisant les sondages nécessaires et en faisant les ajustements requis. Pour illustrer cette urgence, le Conseil des technologies prévoit que d'ici 2018, le secteur des technologies de l'information et des communications, c'est-à-dire la base même de l'expertise de ce qui est nécessaire pour bâtir ce dont nous discutons depuis bientôt 3 jours, c'est-à-dire une main-d'œuvre qualifiée, fera face à un déficit de quelque 16 % ou 180 000 emplois sur une base nationale canadienne de 1 100 000 emplois d'ici 2018. Ce déficit frappe au cœur de nos faiblesses, car il amplifie notre déficit collectif dans le développement d'applications numériques nécessaires à une économie performante, mais de façon plus inquiétante, elle le fait à un moment où nous entrons dans une ère de libre-échange accru. Qui dit libre-échange dit opportunité, et saisissons-la. Mais cela signifie également qu'il y a une concurrence accrue et que nous devons être en mesure d'y faire face. Vu d'un peu plus haut, je pense qu'il est de notre devoir de redonner tout son sens à la culture de la volonté de réussir, de prendre des risques
d'innover et d'entreprendre. Et le ministère de l'Éducation et le gouvernement du Québec, dans son ensemble, ont ici un défi de motivation. Et les jeunes doivent être interpellés à devenir davantage des entrepreneurs. Je me tourne maintenant vers les exportations parce que c'est ici que nos recherches ont livré les résultats les plus inattendus. Quand on parle d'exportation, et je le répète, ce sont des idées, des services ou des biens, on va au cœur de ce qui est la création de richesses pour une nation. Tout d'abord, selon les chiffres fournis par la Banque de développement du Canada, il est désolant de constater que seulement 4 des compagnies québécoises sont actives sur les marchés d'exportation. 4 c'est pas beaucoup. Et de celles qui le sont sur les marchés étrangers, 92 des exportations sont réalisées par 12 des entreprises. Alors, ça nous donne une idée du chemin qui nous reste à parcourir. Notre rencontre avec Mme Jacqueline Dubé, présidente et directrice générale du CFRIO, a été captivante. Elle nous renseigne éloquemment sur la sous-exploitation chronique des technologies de l'information et donc du potentiel numérique dans les entreprises du Québec, incluant les exportateurs. Ce constat, je dois ajouter, nous a été également communiqué par Mme Lydia Divry, présidente et directrice générale de Techno Montréal. La promotion de l'usage des technologies de l'information et des communications au Québec doit donc devenir prioritaire. Et voici quelques observations à cet égard. Le CFRIO nous enseigne que les Québécois achètent pour près de 8 milliards de dollars sur les sites Internet à chaque année, des transactions en ligne. Toutefois, si près des 2/3 des PME du Québec ont un site Internet accessible, seulement 15 d'entre elles transigent en ligne. C'est donc dire que les consommateurs québécois achètent beaucoup, mais que ce ne sont majoritairement pas des entreprises québécoises qui en bénéficient. Il ne s'agit pas ici de limiter la liberté d'action de chacun, mais il faut quand même, je pense, essayer de s'améliorer pour profiter davantage des potentiels que la vente en ligne recèle. Deuxièmement, le CFRIO, et ceci est particulièrement intéressant, nous a également parlé de la réalité dans les entreprises manufacturières du Québec, ce qu'aucun autre groupe n'avait été en mesure de faire pour nous. Nous avons appris qu'en général, les équipements de production de nos entreprises, les grandes comme les petites, sont à la fine pointe de la technologie et de la robotisation. Bien franchement, ça pour moi, ça a été une surprise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'investissements additionnels qui seraient les bienvenus, mais ça veut dire qu'on n'est pas mal équipé dans ce domaine-là. Mais ils ne sont pas reliés au système de gestion de l'entreprise. Et ces systèmes de gestion sont souvent rudimentaires. Donc, les systèmes de gestion sont peu adaptés à la nouvelle réalité des marchés. Je vous donne quelques exemples de taux d'adoption qui vont vous surprendre. Logiciel de gestion intégré ou Enterprise Resource Planning, 32 Logiciel de gestion de la relation client, Customer Relationship Management, 22 Logiciel de gestion de la chaîne logistique ou Supply Chain Management, 8 Ceux-ci sont sous-utilisés parce que les entreprises ne se sont pas donné la peine ou n'ont pas les moyens de s'y intéresser et de faire la réingénierie de leur processus. Ces lacunes empêchent les entreprises du Québec et les exportateurs en particulier d'optimiser leurs exportations, de bien comprendre les marchés canadiens et étrangers et de s'y lancer s'ils n'y sont pas déjà. Suivant la taille des entreprises, les solutions peuvent être assez simples. Le défi sera d'aider les entreprises de 25 employés ou moins qui n'ont pas l'expertise numérique et qui n'ont pas les moyens financiers pour aller chercher cette expertise-là ou la louer
Ces lacunes, dans l'absolu, je pense, sont faciles à surmonter. Mais les petites et moyennes entreprises ont besoin d'aide. Et en cela, le Québec n'est pas seul. Si on regarde à l'échelle du Canada, il y a 20 000 PME de moins de 10 employés, représentant environ 75 des emplois. Et c'est à ce segment qu'il faut s'intéresser, parce que, bien franchement, les grandes entreprises, elles, ont depuis longtemps fait appel aux consultants et ont depuis longtemps fait l'intégration de leur chaîne, soit de production de biens ou de livraison de services au plan informatique. Une fiscalité simplifiée et axée sur les résultats devrait être mise en place. En fait, certains nous ont suggéré que les crédits d'impôt sur les achats d'équipements informatiques n'étaient plus nécessaires parce que, quoi que l'on fasse, les équipements seraient achetés par les entreprises. Par contre, ces crédits d'impôt pourraient être replacés dans l'aide à la PME pour leur permettre d'acquérir non pas la machinerie, mais les outils informatiques, les logiciels dont j'ai parlé tout à l'heure, qui leur permettaient d'optimiser leur fonctionnement d'entreprise et, par la même occasion, de faire la réingénierie de leur processus s'ils doivent le faire. Un tel changement serait excessivement bénéfique. Et j'ouvre une parenthèse ici pour dire que lorsque je dis cela, on peut s'imaginer que se créerait au Québec une industrie de PME de la consultation. Des gens qui, aujourd'hui, possèdent l'expertise numérique, ou des jeunes qui ne le savent pas encore, mais vont s'y intéresser et vont pouvoir aider les manufacturières et exportatrices d'idées et de services à améliorer leur productivité. Donc, c'est vers les entreprises et vers ces consultants que ce crédit d'impôt se retrouverait ultimement. Alors, à cette étape de notre recherche, vous conviendrez avec moi que l'utilisation fortement accrue du numérique pour favoriser l'innovation ne repose pas sur une seule mesure et n'est pas vraiment une question d'infrastructure au Québec. Nous avons beaucoup de mises à niveau à faire. Elles sont délicates, complexes, difficiles à réaliser, car elles vont au cœur des processus utilisés pour livrer biens et services. Faisons donc ensemble rapidement un résumé des actions requises. La recommandation la plus importante est que le gouvernement mette en place une stratégie numérique relevant d'un ministre du numérique. Les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'exportation devraient être les priorités désignées de cette stratégie. Dans le secteur de la santé, il est urgent d'harmoniser les façons de transmettre l'information entre tous les intervenants du milieu pour améliorer nos prestations de services. En éducation, la créativité et l'envie d'innover et le désir d'entreprendre doivent être revalorisés. Le recours aux technologies en classe doit devenir obligatoire. Analphabétisme et décrochage scolaire sont des plaies sociales qui réclament notre attention. Les programmes de cégep et d'université en matière numérique et de technologie de l'information doivent être réalignés. Les programmes de promotion d'excellence en éducation et la fierté de bien réussir doivent être remis à l'ordre du jour. Également, un cours de sensibilisation à l'économie, dont notre entreprise Cogeco se fait le porte-étendard depuis l'automne 2013, doit être instauré au niveau secondaire pour faire comprendre à nos jeunes quelle est leur place, quelle peut être leur contribution dans le système économique qui est le nôtre, quels sont les avantages qu'ils en tirent, quelles sont les responsabilités qui en découlent et s'y rattachent, et ainsi faire des citoyens à part entière, pas des citoyens qu'ils pensent qu'ils sont laissés pour compte, qui sont laissés en dehors du système, qui sentent le besoin de porter des carrés rouges et de frapper des casseroles dans la rue. Et vous avez vu sans doute dans les journaux l'étude CROP que nous avons commanditée, que Cogeco a commanditée, pour découvrir que la moitié de la population est sceptique face à la contribution à l'économie de l'entreprise privée, alors que l'entreprise privée est justement la créatrice de richesse. Alors, nous avons là une lacune importante à combler et j'espère que nous allons nous y attaquer.
Et finalement, au plan des exportations, je pense qu'il serait utile de faire un programme d'appui fiscal aux PME pour les doter de la capacité d'acquérir des outils informatiques et de technologies de l'information et de les intégrer dans leur processus. Toutes ces mises à niveau dont je viens de vous parler, dont plusieurs sont majeures, doivent être réalisées si nous voulons combler le déficit de productivité du Québec qui résulte d'un manque de recours aux technologies de l'information et des communications. Comme vous pouvez le constater, nous parlons ici d'une œuvre d'amélioration de milliers de détails qu'il nous est impossible de coordonner individuellement, mais qu'il nous faut mettre en mouvement par un choix judicieux des incitatifs appropriés. Les solutions qui se résument en quelques mots ne feront pas le travail. À cet égard, je le répète, la contribution du CIFRIO on doit aller puiser dans cette contribution. Ces moyens financiers doivent être accrus et pour faciliter ainsi le transfert des modèles d'expertise de passage au numérique et de les transmettre à tous les secteurs industriels du Québec. Je me permets d'ailleurs d'attacher à cette allocution une note explicative préparée par le CIFRIO en août 2014, que j'ai attachée au texte et qui résume bien les stratégies qu'il faudrait mettre en place. Incidemment, je ne reçois pas de commission du CIFRIO si quelqu'un se le demande. J'espère vous avoir convaincu que l'économie numérique de notre pays n'est pas une question d'infrastructure, mais bien une question d'appropriation. Les gains à réaliser se situent aux extrémités des réseaux. Nous devons changer nos façons de faire, nous doter de logiciels et d'applications pour rendre notre économie plus performante. Ceci permettra de créer de la richesse pour le plus grand bien des citoyens du Québec. Et vous aurez remarqué, une fois de plus, et je m'excuse d'insister auprès de vous là-dessus, mais vous aurez remarqué une fois de plus que le ministère de l'Éducation est au centre de nos préoccupations. Parce que c'est de là que l'on forme les gens capables non seulement d'être des citoyens responsables, mais de devenir des bons travailleurs des technologies de l'information, de bons techniciens, de bons ingénieurs, de bons penseurs, de bons artistes. Et là, je pense que nous avons un problème. J'aimerais clarifier mes remarques, parce qu'elles ont l'air un peu pessimistes, mais j'aimerais vous confirmer que nous appuyons les concepts de valorisation et d'attractivité du milieu québécois pour créer des nouvelles entreprises. Nous sommes enthousiastes et nous voulons aussi favoriser l'émergence de villes intelligentes. Nous y sommes à 100%, mais nous avons un travail à faire à la base et il est plus important que, si je peux dire respectueusement, que ce que j'ai entendu dire au cours des derniers jours. Tous ces concepts ne sont pas mutuellement exclusifs, mais il va falloir bien choisir nos priorités. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier ministre, je vous remercie de l'opportunité que vous m'avez donnée et il me fera plaisir de répondre à vos questions et à celles des panélistes.